La ville de Calais a accueilli sur son sol le bidonville le plus vaste d'Europe, la jungle. Et pendant près de 18 ans, ce secteur a été le symbole des tensions françaises et européennes en matière d'immigration. Mais comment en est-on arrivé à une telle situation? Comment cette petite ville du Pas-de-Calais s'est-elle retrouvée au cœur des enjeux migratoires? Explication. La ville de Calais est avant tout une étape obligée pour les migrants qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni. Elle est située à seulement 35 km des côtes britanniques, auxquelles elle est reliée par des liaisons maritimes et le tunnel de l'Eurostar. Entre les deux pays, la Manche est une barrière géographique, mais aussi juridique, car c'est ici que passe la frontière de l'espace Schengen, la zone de libre circulation des personnes, dont le Royaume-Uni ne fait pas partie. À la fin des années 90, la guerre du Kosovo entraîne à Calais un premier grand afflux de demandeurs d'asile. À cette époque, à Sangatte, un centre d'hébergement est ouvert dans un hangar désaffecté d'Eurotunnel. Critiqué par le Royaume-Uni, qui le voit comme un réservoir de migrants clandestins toléré par la France, le centre attise les tensions diplomatiques entre les deux pays. Près de 70 000 personnes auraient transité par ce centre. En décembre 2002, à l'initiative du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, le centre de Sangatte est fermé. Peu de temps après, les gouvernements français et britanniques signent les accords du Touquet. Par cet accord, le contrôle aux frontières des deux pays est délocalisé dans l'autre pays. Les agents de douane britanniques peuvent ainsi agir en France et empêcher les personnes indésirables de pénétrer sur leur territoire. Mais l'accord n'est pas équitable, car le flux en direction du Royaume-Uni est beaucoup plus important. En somme, le Royaume-Uni délègue très largement le contrôle de sa frontière méridionale à la France. Avec le démantèlement du centre de Sangatte, les migrants présents s'éparpillent dans la région dans une multitude de campements. À Calais, ils se regroupent dans une zone proche de la rocade et du port. C'est la première jungle de Calais. Elle sera tolérée jusqu'en 2009, puis démantelée. À ce moment-là, les migrants se dispersent de nouveau dans le Calaisis pour rester à proximité du port et des tentatives de traversée. Les campements de fortune s'éparpillent en ville, à proximité du centre ou des grands axes routiers. Les migrants s'y regroupent par nationalité ou affinité. Albanais, Afghans, Pakistanais, Égyptiens, Somaliens, Érythréens, Éthiopiens, puis Syriens. Les arrivées à Calais varient au gré des conflits dans le monde et connaissent une forte augmentation. Entre 2010 et 2014, le nombre de migrants en transit à Calais passe de moins de 500 à plus de 1200. Plus de migrants, cela signifie plus de tentatives d'embarquer sur les camions et les ferries. La France et le Royaume-Uni s'accordent donc pour renforcer la sécurité du port. La surveillance policière est accrue et une barrière est érigée pour empêcher l'accès au port. Les tentatives des migrants se reportent alors massivement sur le site d'Eurotunnel. Pour répondre à l'augmentation du nombre de migrants en transit et démanteler leurs logements insalubres, la municipalité ouvre en 2015 le centre Jules Ferry. Dans cet ancien centre aéré, on propose aux migrants un accueil de jour, des repas, des sanitaires. À proximité, en bordure de l'autoroute, la mairie met aussi à disposition un terrain de 18 hectares sans point d'eau ni sanitaire. Les migrants sont forcés à rejoindre ce terrain, accompagnés par les associations, pour éviter les expulsions policières. C'est là que la nouvelle jungle voit le jour, une sorte de Sangatte sans toit, tolérée par les autorités. Le Conseil d'État impose tout de même la mise en place de toilettes, de raccordements à l'eau et à l'électricité, tandis que les migrants et associations s'organisent et aménagent des petits commerces, des lieux de culte, une école, ainsi que des permanences associatives et juridiques. Mais devant la difficulté croissante de passer au Royaume-Uni, la jungle grossit rapidement. La situation est considérée sur place comme hors de contrôle. La tension monte avec les forces de l'ordre et les riverains. L'État, qui souhaite reprendre en main ce bidonville toléré, ouvre en janvier 2016 un centre d'accueil provisoire, un CAP. C'est un ensemble de containers dortoirs prévus pour abriter 1500 personnes dans un enclos grillagé et sécurisé. 2 jours après, les autorités procèdent à l'évacuation d'une bande de 100 mètres dans le but de créer une zone tampon entre la jungle et la rocade. Quelques semaines après, fin février,
c'est au tour de la partie sud du bidonville d'être démantelée sur 7 hectares et demi. Mais alors qu'elle a vu sa taille se réduire considérablement, la densité au sein de la jungle n'a cessé de croître. De 3000 personnes en juin 2015, on est passé à près de 10 000 migrants, recensés à la mi-septembre 2016 par les associations sur place. Une partie d'entre eux est constituée de mineurs isolés, particulièrement vulnérables aux violences. Par ailleurs, l'extrême promiscuité attise les tensions entre les communautés et l'opposition des riverains. Le 2 septembre 2016, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'engage à démanteler la jungle. Il promet la création de nouvelles places dans des centres d'accueil et d'orientation partout en France pour accueillir temporairement 7000 migrants. Mais alors que les places sont insuffisantes, la démarche suscite déjà des protestations dans plusieurs communes concernées. En attendant, des travaux ont commencé le 20 septembre le long de la rocade. Londres y finance la construction d'un mur en béton végétalisé haut de 4 mètres pour sécuriser davantage la route qui mène au port.